Lundi 28 octobre 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait Liao Yiwu autour de la publication de son livre « Des balles et de l'opium » aux éditions Globe et traduit du chinois par Marie Holzman. Liao Yiwu a été torturé et emprisonné pour avoir écrit un poème dénonçant le massacre de la place Tiananmen le 4 juin 1989. Exilé en Allemagne depuis 2011, Liao Yiwu a interrogé en secret les survivants du massacre. Grâce à lui, les opposants au régime chinois ont enfin une voix et des noms. Son œuvre lui a valu de nombreuses récompenses, dont le prix Václav Havel en 2018. Merci d'être présent pour rencontrer Liao Yiwu, auteur donc de l'ouvrage Des balles et de l'opium. Merci aussi à sa traductrice qui va traduire cette rencontre pour nous. Donc vous êtes poète et écrivain, vous vivez en Allemagne depuis 2011, date à laquelle vous vous êtes évadé de Chine, pays dans lequel vous avez été emprisonné de 1990 à 1994, notamment à cause d'un poème que vous aviez écrit le 3 juin 1989, juste avant d'apprendre le massacre de la place Tiananmen à Pékin le 4 juin. Donc vous avez témoigné dans l'Empire des Ténèbres, qui vient d'être réédité chez Globe, de vos 4 années d'incarcération, des 4 années de prison. Ici, voilà. Ici, dans Des balles et de l'opium, dont nous allons parler aujourd'hui, vous donnez la parole à des gens qui ont eux aussi vécu le 4 juin et ses conséquences de manière plus ou moins directe. Ils témoignent de ce qu'ils ont vécu de leur vie avant, pendant et après la prison. Donc peut-être d'abord une première question sur l'origine de ce livre. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre ? Quelle a été la motivation principale à l'origine de ce projet ? 因为我自己是一个政治犯，后来坐了牢出来之后，中国的情况已经发生了很大的变化。就说那个时候中国人就从爱国转向了爱钱。就是人民币是他们的唯一的一个宗教，我当时的那个状况就是完全被人所遗忘，尽管我这之前好像还是一个英雄，就是那个写那个天安门大屠杀那种，后来就是我去采访这个，我发觉很多人和我的经历很类似，但是他们比我更加要悲惨，然后我就准备要做一本就是这些被遗忘的曾经是英雄的就是天安门暴徒的这么一本书。J'ai écrit ce livre parce que moi-même j'ai fait des années de prison, donc je connais ce milieu et moi-même j'ai connu une expérience semblable à ceux que je décris dans ce livre, c'est-à-dire que quand je suis entrée en prison, la Chine était dans un certain état d'esprit et quand j'en suis sortie, la société avait complètement changé. La religion de la Chine, c'était devenu le renminbi, la monnaie nationale. Et donc, ce que nous étions avant, ce que nous avons été pendant la période de prison, ça avait été complètement oublié. La société avait progressé sans nous. Et on avait l'impression, au moment où on était en prison, qu'on était entrés en prison comme des héros. On voulait participer au renouveau de la Chine, la révolution. Et puis, en fait, quand on est sorti, on n'était rien. Il y avait plus rien, il n'y avait plus cette émotion. Et je me suis rendu compte que beaucoup de Chinois avaient eu la même expérience que moi et ce même sentiment de vide, quoi, au moment de la sortie de prison. Mais en fait, eux, ils ont souffert beaucoup plus que moi. Et eux qui avaient été encore plus des héros que moi, je dirais, sont tombés encore plus bas. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans mon livre. Donc vous avez aussi eu le besoin de passer du personnel au collectif, en fait, et d'ouvrir... C'était ça le but, en fait. 当时的情况，我觉得比较绝望。因为那个时候的中国正在崛起，整个它就是和西方做生意做得很好。我发觉那个就是这个独裁，然后和资本主义，它有一个共同点，就是他们的宗教都是追求利润，都是钱，
所以说，这一切的苦难，这一切的经历，中国人追求民主的经历，完全被遗忘掉了。所以说我当时就说，就是先就把它给做出来。做出来，我没有想到很多年之后，这个书它会产生这么大的影响。La création de ce livre se passe dans un moment où j'ai ressenti, mais beaucoup d'autres gens ont ressenti une forme de désespoir. On ne voyait pas l'avenir qui pouvait arriver. C'était le commerce qui montait en flèche et puis tout le reste qui était balayé, oublié. Et ce qui nous a frappé, ce qui m'a frappé, c'est que entre la dictature et les pays capitalistes, il y avait une alliance objective. C'est-à-dire que tout le monde cherchait le profit par tous les moyens. Et donc, ceux qui avaient partagé le même idéal que moi à l'époque se retrouvent confrontés à cet appétit du gain, du profit, du bénéfice et sont désorientés. Et c'est ça que je tenais à faire savoir. J'ai travaillé sur ce livre pendant plusieurs années avant que ça paraisse. Justement, à la toute fin du livre, vous dites « Quant à moi, qui me qualifie de travailleur du souvenir, en 7 ans, petit à petit, j'ai constitué ce rapport d'enquête. » On remarque aussi à plusieurs reprises dans le livre une grande rigueur de votre part. On a l'impression que vous menez un travail de recherche qui est très précis. Est-ce que votre projet partait de la volonté de mener une enquête précise pour rétablir la vérité des faits historiques? 对，虽然是真相，很多人就是接受起来很困难。比如说当时挡军车，然后和这个开枪的这些解放军对抗的这么一些人，现在他们完全被社会所遗弃，他们甚至找不到工作。就是和年老的父母住在一起，就说他们甚至就是养活自己都非常的困难，就和他们当年年轻的时候的那种状况形成了一种非常鲜明的对照。这就是共产党想做的，你们要想做英雄，想追求民主，想付出自己最宝贵的那个热血，但是你们的下场就是被人类所遗忘，就是你们什么都不是。这个就是他们前后的这个经历，和今天他们的对照，和他们当年英雄的那个经历，这个反差是特别的强烈。Oui, bien sûr, j'ai voulu témoigner et m'approcher autant que possible de la vérité, mais en fait la vérité c'est aussi très difficile à prouver parce que pendant ces périodes de rébellion, là, de mouvement démocratique qui a mené au massacre de la place Tiananmen, il s'est passé beaucoup de choses. Par exemple, il y a des tanks qui ont brûlé, mais à ce moment-là, comment prouver ? Qui a été le premier à allumer le flambeau? Pourquoi le char était là à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui? Quoi? Donc cette vérité-là, elle est quand même difficile à capter, surtout 25 ou 30 ans après. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tous ceux qui avaient participé à ce mouvement étaient remplis d'espoir. Ils se considéraient vraiment comme les héros de l'avenir démocratique de la Chine. Et tous ont connu un destin terrible. Donc c'est aussi la volonté de la dictature de dire, voilà, vous pensiez que vous alliez arriver à je ne sais quoi, mais regardez ce que vous êtes devenus. Vous êtes devenus rien du tout. Et effectivement, maintenant, ces acteurs du mouvement se retrouvent sans rien. C'est-à-dire que beaucoup peuvent avoir 30, 40, 50 ans. Ils n'ont pas retrouvé un niveau de vie satisfaisant. Il y en a beaucoup qui se sont jamais mariés. Il y en a beaucoup qui vivent encore avec des parents très âgés. Donc, ils sont littéralement rien dans la société. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait rappeler et montrer à tous ceux qui l'ignorent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement qui sont les émeutiers du 4 juin? Ce terme revient à plusieurs reprises dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? 这些暴徒就是在他们年轻的时候，就像现在香港的年轻人，他们去反抗，去希望就是说通过一种改革走向民主。那个时候就是西方是他们
是他们的想象当中的理想之地，就是我们就应该像西方那样实行一种民主制度，跟现在那个香港的年轻人真是一模一样。当时他们就是那么一种追求，后来他们许多人就被建言部队给打死、给枪杀了，剩下的一少部分人被抓进了监狱。这个监狱就是与世隔绝，和社会完全的隔绝。出来之后，就是一切都变了，就是没人还记得他们。就是这个，我想那个香港再过30年之后，大概如果说，中国政府的这么一个策略得逞的话，差不多他们的命运也就是在重复我书中写到的这些六四暴徒的命运。Oui, ces émeutiers, écoutez, c'était des jeunes, c'était des idéalistes, et je pense beaucoup à ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui. Vous avez peut-être suivi un peu les événements, et là aussi, on voit beaucoup de jeunes qui descendent dans la rue et qui se battent pour garder leur démocratie. Eux, ils l'ont déjà, mais ils se battent pour que la Chine ne supprime pas toutes les libertés qui sont encore là à Hong Kong. Et nous, c'était pareil, on voulait un système démocratique, on pensait qu'on allait réformer la Chine, faire une Chine moderne, démocratique, nouvelle et tout ça. Et puis l'armée est arrivée et on a tué, on ne sait pas combien maintenant d'ailleurs, mais ils sont venus les tuer. Et puis ceux qui n'ont pas été tués ont été arrêtés, puis ils ont été enfermés, puis ils ont été condamnés à de nombreuses années de prison. Et en particulier, pendant toutes ces années, ils ont été totalement coupés du monde. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de nouvelles, ils ne savaient pas du tout comment la société évoluait. Et quand ils sont sortis, cette société était complètement transformée. Mais je pense qu'on peut voir le même scénario à Hong Kong. C'est pour ça que c'est très très important de prêter toute notre attention à ce qui se passe à Hong Kong. Parce que s'il se produit une répression peut-être différente dans la forme, mais semblable dans la nature, d'ici 30 ans, Hong Kong, ce sera pareil. Ils auront été cassés et ils auront peut-être oublié ce qui s'est passé il y a 30 ans, ces jeunes qui se sont sacrifiés pour préserver la démocratie de Hong Kong. Il y a aussi plusieurs éléments identiques qui reviennent dans tous les témoignages, bien qu'ils soient donc différents et singuliers. Donc j'aimerais maintenant revenir sur ces éléments-là un peu plus en détail. Je pense notamment à au témoignage de Xi Wanbao, qui est un prisonnier de conscience. Donc il se trouve à Pékin le 4 juin dans le cadre d'un déplacement professionnel. Et le soir du 3 juin, il vous dit qu'il se sent, je cite, toujours extérieur à l'affaire. Or, le lendemain matin, il voit un militaire tuer un enfant et il écrit alors le témoignage oculaire du 4 juin. Il vous dit même « Assis à une table, j'ai sorti mon stylo, étalé une feuille de papier et je me suis mis à écrire. » On a donc parfois l'impression que ces personnes que vous interviewez se sont retrouvées là par hasard et qu'elles ont simplement réagi à l'horreur de ce qu'elles voyaient. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet élément-là ? 它其实这种情况非常的普遍，比如说现在世界上的人都知道那个坦克人王维林，王维林他也是一个外地来的这么一个不知道他是工人还是学生，现在连他的身份都没搞得清楚，只能说从他的那个穿的衣服啊，然后提的那些东西。就是这个事实告诉我们，他是一个外地人。外地人他就说，在这之前他也没有参与过这个民主运动，他就是那天看到了坦克开上来了，然后就是一腔热血就是挡在这个坦克的面前。那一刻就是因为刚好是被一个西方记者给拍下来了，所以说他成了那个英雄。然后随后他就失踪了，不知道这个人到哪去了。甚至不知道他的名字叫什么。如果说那一刻外国记者没有把他拍下来，那么就是很多人就是根本就不知道他。那天晚上就是发生了很多这个挡坦克的这个事件，都是和王维林的这么一个类似。所以说这个那么我写的这些人只是很小很小的一部分。
他们有这么，其实那天晚上挡坦克的人有上百万，据说后来有上百万人上街，都是做出了一个同样的英勇的行为。所以说那个是中国人，我觉得是最厉害的一次。Ce phénomène de hasard, de tomber dans l'affaire Tiananmen par hasard, était très courant à l'époque. Par exemple, un des symboles de Tiananmen, c'est ce monsieur Wang Weilin, cet homme qui est debout devant les tanks et qui arrête la longue lignée de tanks. En fait, on n'a jamais su qui c'était. On ne sait pas de quelle classe sociale il est. Il est assez probable que lui n'était pas un étudiant, et vu qu'il se promenait dans ce genre de vêtements et avec son petit sac en plastique, il fait plutôt penser à un migrant, c'est-à-dire un paysan qui montait à la ville pour chercher du travail ou quelque chose comme ça. Et alors ça voudrait dire qu'il était là par hasard. Et quand cette lignée de tanks s'est approchée, c'est une espèce de coup de sang qui l'a amené à se précipiter pour les empêcher de continuer à progresser dans Pékin. C'était pas réfléchi, c'était simplement un courage d'une forme de moralité spontanée de rester devant les tanks. Et puis après, il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et en fait, donc ce nom lui a été affublé, disons. On ne sait pas du tout si c'est son nom, probablement pas. Et s'il n'y avait pas eu des journalistes étrangers qui étaient là en poste pour prendre ces photos mémorables, ils étaient plusieurs, eh bien on n'aurait jamais eu la trace de ce héros anonyme. Mais en fait, au même moment, dans d'autres coins de la ville de Pékin, il y avait d'autres Wang Weilin, d'autres gens qui aussi ont essayé de freiner l'arrivée des tanks et d'autres Chinois qui ont eu ce même courage. Et ce courage est tombé dans l'oubli. Et en fait, cet événement se passe 2 jours après le massacre. Donc le courage de se tenir devant les tanks est particulièrement fort, puisqu'on sait ce dont ils étaient capables. Et on pense que dans ces journées-là, il y avait probablement 3 millions de Pékinois qui étaient dans la rue pour protester, pour résister. Est-ce que c'est aussi pour ça que c'est important pour vous? Vous avez fait des interviews et donc vous avez enregistré la voix des personnes sur un magnétophone. Est-ce que c'est important, à quel point en fait c'est important de garder une trace qui est orale, mais aussi écrite à travers le livre, pour ne pas oublier en fait tous ces gens-là? 我觉得会越来越重要。就是今年这个子弹鸦片，它出了很多种版本，有英文、法文、日文，就是当然就是还有一个德文的补充版。这些现在之所以发生今年它的读者这么多，是因为30年之后发生了香港的这个事件，香港的很多的那个就是手段。他们包括就是中国领导人讲话的那种腔调，跟那个30年前就是都很相似。所以说我有一个朋友叫王丹，他是一个64那个时候他是头号通缉犯，他那个时候才20岁。他看了这个子弹鸦片，他觉得有必要把这个就是买一些就是送给美国的国会。他当时就买了10本嘛，其中1本他让我写了字送给那个美国的那个国会的那个议长，就是那个兰西，他说应该让就是西方人更多的了解了，他们在处理就是香港的事情的时候，就不会重新犯天安门那个时候的错误，制裁1-2年，然后解禁，然后和中国人做生意。如果说现在还重复这样一种模式的话，我觉得整个世界都完蛋了，因为人们不会记住这个历史。Je pense que publier ce livre, effectivement, c'est de plus en plus important et c'est devenu de plus en plus important avec le temps. Cette année, il y a 30 ans que s'est produit le massacre de Tiananmen, mais c'est aussi l'année où se produisent les incidents de Hong Kong.
Et d'ailleurs, un des grands acteurs des événements de Tiananmen, qui s'appelle Wang Dan et qui est un de mes amis, qui est à Washington maintenant, a acheté plusieurs de mon livre et il veut les donner à des gens qui ont un pouvoir politique aux États-Unis. Donc il les a apportés au Sénat, au Congrès, et notamment à Madame Nancy Pelosi, qui a défendu les droits de l'homme en Chine depuis longtemps, parce qu'il veut que les hommes politiques étrangers prennent conscience qu'il pourrait se reproduire un drame du même genre, et il faut absolument éviter la répétition de cette tragédie, parce que ce serait un peu le début de la fin du monde si on laissait, sans avoir tiré les leçons du passé, se reproduire le même phénomène. Et si 2 ans plus tard, ce serait business as usual, quoi, les affaires reprendraient exactement comme ça s'est passé en 89, 2 ans après, les hommes d'affaires retournaient en Chine pour signer des contrats. Et je pense que c'est aussi pour ça que mon livre a connu quand même un succès important, puisqu'il a été traduit en anglais, en français, en allemand, en japonais. Et c'est cette année qu'il paraît, parce que probablement le monde sent l'importance de ne pas oublier cette page de l'histoire de Chine. Vous l'avez dit justement, ça fait 30 ans donc il y a eu ce massacre sur la place à Pékin. Autre élément qui revient dans beaucoup de témoignages, la question de la réhabilitation des victimes du 4 juin. On voit dans les premières années de détention que cet espoir est présent, mais qu'au fil des années, il semble disparaître petit à petit. Donc qu'en est-il aujourd'hui de la question de la réhabilitation des victimes du 4 juin et pourquoi finalement, au fur et à mesure, c'est une question qui a disparu dans leur esprit, au fur et à mesure des années de détention? 开始就包括我坐牢，然后都有一种想法，觉得中国3到5年肯定会有所改变，因为那个时候整个西方他都在制裁中国。后来就是没有想到西方他就和中国开始做生意，赚钱是唯一的，就是因为那个时候西方他这是在自己的国家不可能赚那么多钱，但是他到中国就说只要你不谈这个天安门屠杀，不谈政治，给你最大的一个赚钱的机会。然后让你就像吸一个鸦片，让你上瘾离不开中国这个市场的时候，他那个时候就会对你有要求你在这个公司内部建立党支部，他们要派人，他们要就是把你的监控系统，然后装进西方的，要进入西方的这么一些公司，但是你已经好像是鸦片上瘾，对它形成了一种依赖，你就脱离不开了。现在差不多就是这么一个情况，很多西方国家在经济利益上和中国是离不开了，所以说我对现在这个香港非常的担忧。那么就是这个就是对西方的民主制度是一个彻底的一个颠覆，因为虽然说做香港的问题，中国的问题离欧洲比较远，但是中国你不要忘了，它是一个独裁的一个垃圾场，它就说很容易让地球的温度升高3到5度，升高3到5度就会让许多国家有灭顶之灾。如果说这个独裁必须要解决，如果是解决不了的话，那个就是上帝也帮不了忙。Le problème de la réhabilitation, évidemment, quand on est en prison, on pense que la société va changer, que d'ici 4-5 ans, il va se passer quelque chose. Donc il y a cet espoir. On ne va pas rester pendant toute notre vie en prison, c'est pas possible, quelque chose va se passer. Et puis, on pensait aussi que les pénalités que l'Occident avait commencé à placer sur la Chine, l'embargo sur les armes en particulier, allaient produire leur effet, que le gouvernement chinois, pour essayer de se rattraper un peu, ferait des efforts dans le bon sens. Mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Ça a été le triomphe de l'argent. Les Occidentaux se sont rendus compte
que l'endroit où on pouvait le plus facilement gagner beaucoup d'argent, c'était la Chine. Parce que si on ne disait rien contre le gouvernement, on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. Donc, cette attraction pour le marché chinois est tout à fait comparable à une forme de drogue. Les hommes d'affaires, petit à petit, se sont habitués à cette drogue, sont allés en Chine, ont gagné de l'argent, ils sont retournés en Chine, ont gagné plus d'argent, et petit à petit, c'est une drogue dont on ne peut plus se passer. Le problème, c'est que c'est une forme de syndrome qui a pénétré tous les coins du monde économique, et maintenant, on a vraiment l'impression que tous les gouvernements se disent que si on offense la Chine et qu'on est privé du marché chinois, on est en quelque sorte fichu. Donc, on ne peut pas se permettre cette erreur. Mais le problème, c'est justement cette répétition de l'histoire à Hong Kong. Et ça, c'est un avertissement. Faites attention. Ce qui se passe à Hong Kong, c'est une répétition de l'histoire. Ce sont des Chinois qui demandent la démocratie, qui vous alertent et qui font appel à vous. Il ne faut pas non plus oublier autre chose. Nous sommes dans un tournant de l'histoire de notre humanité, qui est le changement climatique. Et je considère que la Chine est la plus grande poubelle du monde. C'est le pays le plus pollueur. Et si la Chine ne se démocratise pas, elle va continuer à polluer. Et si elle continue à polluer comme ça, elle va contribuer à une élévation de la température, probablement de 3 ou 4 degrés, mais pour la planète, pas juste pour la Chine. Vous avez commencé à en parler dans votre réponse, mais est-ce que vous pourriez brièvement nous expliquer pourquoi ce titre, Des balles et de l'opium? 子弹当然大家都清楚，就是一个镇压的手段，就是用直接就是枪杀来对付要求民主的这么一个人。30年前他们用的这个，今天在香港他们一样的用的这些手段，就是共产党的警察和他们的解放军，然后进入香港，然后化妆成香港的警察。就是非常残忍的一些手段，把一些就是甚至15岁、12岁的这些孩子们都抓进去逮捕。我看到很多照片，就是那么就是这个就是子弹的这一部分，鸦片烟就是一个麻醉品，大家都清楚，就是一种毒品，它就是为了让人上瘾的。那么这个就是鸦片烟，就是来用于对付西方。这么一个经济上就是一个经济的一种关系。如果说我这么庞大的一个市场，你离不开我这个市场了，那么你的鸦片烟就上瘾了，你就会容忍子弹所造成的一个罪恶。这个就是他的这个我要表达的这个要告诉人们的就是这个是一个他非常完美的这么一个独裁。这个独裁子弹。加这个鸦片，这个是一个非常完美的一个独裁，基本上它是建立在人类的一些弱点的这个基础上。你比如说你的权利欲，你的就是追求利润、追求金钱、追求享受、追求腐败，那么你脱离了西方的这个民主制度的限制，你到中国，你的个人的欲望完全可以满足你。但是，这个是对人类最大的一个损害，所以说我把它称之为完美独裁。这个是奥威尔当年的1984。1984虽然是他写了监控但是他没有写到后面的这一部分，他是如何的完美，他是人类有多少的弱点，他那么现在的中国政府他就有多少的对策。Alors, les balles et de l'opium, les balles, vous avez compris, hein, c'est le symbole de la répression. C'est aussi le symbole du massacre de Tiananmen. C'est avec des balles qu'on a tué les militants qui se battaient pour la démocratie en Chine à l'époque.
Et à Hong Kong aujourd'hui, eh ben, ça recommence. Il y a déjà eu des accidents, des personnes qui ont perdu un œil. Il y a même une jeune femme qui est morte. Il y a des tout jeunes qui ont été arrêtés, des enfants de 12, 13, 14 ans qui ont été emmenés par la police. Maintenant, la police de Hong Kong commence à devenir extrêmement violente. Donc voilà, ça c'est les balles. L'opium, ben, c'est la drogue. Et la drogue, eh ben, vous le savez, c'est quelque chose à quoi on peut facilement s'habituer parce que c'est agréable. Et puis, le marché chinois a présenté beaucoup d'avantages. Et donc, ils ont créé une forme de drogue qui permet de tolérer la violence. C'est-à-dire que pour cette drogue, on va fermer les yeux sur toutes les violations des droits de l'homme. Et je dirais qu'à travers ce système, la dictature chinoise a créé un système parfait, en fait. C'est qu'on a fait le tour de l'affaire. On a, en quelque sorte, repéré toutes les pulsions de l'humanité. L'humanité, qu'est-ce qu'elle veut ? Ben, elle veut s'enrichir, elle veut profiter, elle veut consommer. Et donc, tout ça, on peut vous l'offrir si vous venez en Chine et si vous entrez dans notre système. En fait, Orwell avait décrit un système où le contrôle serait parfait. Et là, en Chine, on arrive à un contrôle parfait. Mais il n'avait pas imaginé que ce système pourrait devenir aussi attractif par sa perfection. Dans l'élégie funèbre que vous avez écrite à votre ami Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix en 2010 et mort en prison en 2017, vous écrivez « Même si vous êtes sourd, vous pouvez parler. Même si vous êtes muet, vous voyez encore. Même si vous êtes aveugle, les aveugles ne peuvent-ils pas se fâcher ?» On remarque dans cet extrait une volonté d'action pour que les choses changent, justement. Par quels moyens peut passer l'action et le changement aujourd'hui ? 就是我首先来说，我不是一个刘晓波那样的思想家，然后也是一个政治家，他力图想改变中国的这么一个现状，他的目标，他就是哈维尔、马丁路德金和甘地，通过一种非暴力的手段去改变中国的现状。虽然是他得了诺贝尔和平奖，但是他的结局大家已经看见了。中国就是用这么一个谋杀的一个手段，然后让他死在监狱里面，然后那个就是我也看到了那个西方政府的哑口无言，就是他们中国政府就是做给西方政府看，然后无论是川普还是马克龙都没有，都是他们下面的可能表一下，他们本人并没有对这个事情说一句话。那么就是我们就是已经看到了，我的职能是记录这个事件。虽然说这个事件整个，我觉得刘晓波这个事件它是一个悲剧，它是失败了，但是我能够把它给记录下来。很多年之后，当这些一切的这个独裁政权它总有消失的那一天，但是人们回过头来还是会看这个子弹鸦片，了解那个时期发生的事情。人类就说那个人类在某些时候是多么的无耻，包括就是不仅是中国人，而且包括中国的这些西方的这样一些政治家，他们就是放弃他们的原则。我的职责就是把它给记录下来，记录下来就说那个我们这代人没有希望的时候，下一代他还可以看到。Personnellement, je ne suis pas Liu Xiaobo. J'ai écrit sur lui, j'ai écrit sur tout ça, mais je ne peux pas vous répondre comme lui le pourrait. Lui était un politicien, il voulait changer le monde, il voulait changer la Chine. Il aurait pu être le Václav Havel, le Martin Luther King, le Gandhi de la Chine. Et c'était quelqu'un de profondément pacifiste. Et son destin, donc, ça a été d'être arrêté, d'être condamné. Bon, il a eu le prix Nobel de la paix, mais ça ne l'a nullement protégé, puisque au bout du compte, il est mort en détention. Il devait faire 11 ans, il est mort 9 ans après sa détention.
Donc ça, c'est son destin. On peut dire c'est un échec effroyable. Moi, je ne suis pas dans la même, disons, attitude. Le gouvernement chinois, lui, tente à tout prix de montrer sa meilleure face au monde étranger. Et les politiques qui se rendent en Chine, donc, voient cette meilleure face. L'enrichissement, les belles façades, etc. Et du coup, ni les Macron, ni les Trump ne vont vraiment tenter de dire aux Chinois ce qu'ils pensent de leur comportement. Mais malgré tout, un jour, le pouvoir chinois actuel va s'écrouler. Et un jour, les Chinois pourront lire mon livre et ça va les aider à se souvenir. C'est très important que ce qui s'est passé ne tombe pas dans l'oubli. Donc c'est ça mon travail à moi, c'est de garder la mémoire de ces événements. J'aimerais aussi revenir sur l'importance de l'art dans le livre. Je m'explique, vous avez vous-même écrit le poème Le Grand Massacre, vous continuez à écrire. On a aussi dans le tout premier témoignage le peintre du 4 juin qui ne peut s'empêcher de peindre des tableaux qui représentent le massacre et les flaques de sang. Donc est-ce que l'art ne devient pas d'une certaine façon un moyen de rappeler l'événement, la présence de l'événement historique, contre l'oubli justement? 对，这个当然也是一种艺术，比如说那个莎士比亚的戏剧，他那个麦克白，他就是记录了一次谋杀，但是他是用戏剧的一种方式。当然就说那个，我这个虽然是写了那么多，但是我有我的一种审美，就是那个审美就是，但是高于审美的，它是一种真相。真相首先是应该被记录，被记录就是说。它是对人类不断的提醒，不断的提醒，不断的提醒，这个就是它真相高于文学的某一方面，文学只是一种手段，让人们记住这个真相，这是我的一种看法。Oui, vous avez raison. L'art est aussi très important pour garder la trace de ce qui se passe. Évidemment, on pense à Shakespeare. Macbeth, c'est une histoire de crime et du coup, personne n'a oublié le crime de Macbeth. Mais bon, moi aussi, j'ai le sens du beau et j'y suis très très sensible. Mais je pense que au-dessus du beau, au-dessus de l'art, il y a la vérité. Et la vérité, elle sert à quoi? Elle sert à réveiller les consciences. C'est par cette méthode-là qu'on peut contribuer à mener l'humanité un peu plus loin. Est-ce que vous savez si par des moyens détournés, vos textes arrivent à circuler en Chine? 这个虽然说现在有监控有封锁，中国人也非常的害怕，但是我是相信，就是这些书现在不仅是西方人能够看到，中国人他也终有一天他能够看到，因为这个我是相信这个是不能够持久，不能够持续下去，因为现在已经有香港人在不顾一切对这个独裁提出了一种挑战，是因为香港人从天安门发生的当年，他们就开始纪念这个天安门大屠杀，他们每年都在维多利亚公园举行那个烛光晚会，所以说很多90后，甚至那个就是00后的孩子，他都知道这段历史，他知道就是说，如果不为自己的自由去奋斗的话，有一天你会失去一切。这就是天安门大屠杀给他们的一种教训。那么就说，我相信将来很多人他还是会看到这个《子弹鸦片》这本书，就说它是若干的见证人的证词当中的之一。虽然是现在只有1本，然后出来，我相信很多人他还是在会私下做这个记录。La Chine est un pays qui subit une censure terrible et cette censure induit aussi la peur.
Donc, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de Chinois qui peuvent lire mes livres, mais je pense qu'un jour, ce sera possible. De toute façon, je pense que ce régime ne peut pas perdurer très très longtemps encore. Donc, ça va s'effondrer. Mais parallèlement, vous voyez ce qui s'est passé à Hong Kong. Depuis 30 ans, les Hongkongais ont organisé des vigiles à la bougie dans le parc Victoria tous les soirs, tous les 4 juin au soir. Et ce sont des dizaines de milliers de gens qui se rassemblaient dans ce parc avec des bougies pour commémorer les morts. Donc, les enfants de Hong Kong qui sont nés après 1990, eux, ils ont compris, parce que tous les ans, ils ont vu ça. Ils ont vu leurs parents qui commémoraient ce massacre. Donc, ils ont compris que pour garder sa liberté, il faut se battre. C'est quelque chose qu'ils ont intégré dans leur éducation, en quelque sorte. Et je pense qu'une fois que le régime sera tombé et que les Chinois auront eu accès à mes livres et qu'ils sauront d'où est sortie cette société chinoise, ils auront aussi envie de se battre pour garder leur liberté. Question aussi purement technique. Donc vous avez parlé de la censure. Comment vous avez fait en fait pour conserver les témoignages que vous aviez enregistrés et pour ensuite les retranscrire? 因为那个时候就是习近平之前还没有进入一个网络时代，那个时候中国的确有不少的空间，比如说他那个我能够掏出来，那么就是我可以用4个手机，这个4个手机我可以在一个杂货店去买他那个号，那么我每一个手机我采取一种单线联系，包括我给在国内国外的朋友，那么就是和黑社会我也和他们单线联系，那么就是这个我只用一个公开的手机，他们公开他们会监控这个，其他他们有监控不到的这么一个角落。但是现在的情况是完全不一样，它是一个全面监控。就比如说它这个，你现在在中国手机已经不重要，它是通过一种微信监控的话，那么它有跟踪的功能，也有那个就是停止你发言的这么一个功能。到最后就说，它甚至就说可以不抓你。但是它可以冻结你的银行账户，断绝你的一切生活来源，这个就是监控无处不在，这个是太恐怖了。如果说现在这个状况，我是逃不出来的。正是因为当时有这个空隙，我能够逃出来，我能够保存这么多东西。但是如果是现在这个状况，就是非常的难说。Pour vous répondre, je veux dire qu'avant la période de Xi Jinping dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, il restait encore un peu d'espace. Maintenant, il n'y a plus d'espace. Donc, quand j'ai travaillé dans les années 2000, je pouvais encore faire des choses. Mais je vous donne un exemple. Lorsque j'ai fui la Chine en 2011, durant ma fuite, j'ai utilisé 4 téléphones mobiles. Alors, chaque mobile avait son rôle. Il y en a un qui était un mobile public, en quelque sorte, que donc la police pouvait espionner s'il voulait écouter mes conversations, etc. Un mobile était destiné pour mes conversations avec les étrangers, mon éditeur en Allemagne par exemple. Un mobile était pour les passeurs, c'est-à-dire les mafieux, qui devaient m'attendre et me transporter, etc. Mais j'avais cette possibilité, je pouvais aller dans n'importe quel café-tabac, acheter une carte SIM. Aujourd'hui, c'est absolument impensable. La surveillance est partout. Alors, nous utilisons des systèmes qui s'appellent des systèmes un peu comme chez nous, WeChat. On appelle ça Weixin en Chine. Donc, nous utilisons ce genre de système, mais nous savons tous que par le biais de Weixin, le gouvernement peut tout contrôler de nous. Et non seulement il peut tout contrôler, et du coup, il n'a même plus besoin de nous arrêter pour nous bloquer. Il peut tout bloquer, c'est-à-dire il peut bloquer vos comptes en banque, il peut vous interdire d'acheter un billet de train, un billet d'avion, etc. Donc, il n'a même plus la peine de se donner pour nous coffrer, quoi. Il nous coffre en plein air, en quelque sorte. Donc, si aujourd'hui, j'avais voulu m'échapper de Chine, et avec mes documents et mes traces diverses, aujourd'hui, je ne pourrais pas.
On va peut-être passer un moment d'échange, des questions. 你好，我今天很开心、很荣幸在这边见到您。心里好沉重啊，真的是很沉重。我想说，您今天说到很多香港，其实还有很多，比如说在乌鲁木齐的人，还有西藏人。其实在中国大陆，其实这些人根本就没有任何消息的。他们是不知道这些事情在发生的。另外一方面呢，就是上个星期六吧，中国交响乐团在图鲁兹举行了一场，就是那个党什么70周年或者60周年，我不知道，就是爱国主义的那个音乐节吧。应该是中国政府投资的吧，很多中国人去看，然后包括最近中国为了那个70周年拍了一部电影，也是在中国，包括在全世界的，包括像图鲁兹这样的城市，都会办几场免费的让中国学生、中国留学生或者中国人，包括法国人去看，都是据我所知都是满满爆场的。然后我很震惊的是，今天，pardon。Il faut que je traduise parce que sinon ils vont se dire qu'est-ce qui se passe. Je suis très honorée de vous rencontrer, Monsieur Liao Yiwu, mais en même temps j'ai le cœur très lourd parce que vous avez parlé de ce qui se passe à Hong Kong, mais aujourd'hui vous n'avez rien dit de ce qui se passe à Urumqi, de ce qui se passe au Tibet. Les Chinois qui sont à l'intérieur de la Chine n'ont aucune idée de la répression qui s'exerce là-bas. Et puis samedi dernier, il s'est passé des choses. Par exemple, il y a eu ce 70e anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Donc il y a eu des films sur le défilé. Le monde entier a pu voir ces films. Et puis ici, les étudiants chinois ont été encouragés à voir la projection de ce film. Et donc on exalte le patriotisme chinois. Il y a un concert à l'Ocran aussi. Enfin, c'est ce concert, je parlais. Beaucoup de Chinois sont allés écouter ce concert financé par le gouvernement. Pardon, je continue en chinois. Non, vous parlez très bien français, je traduirai en chinois. Comme ça, tout le monde comprend. Je préfère, excusez-moi, continue. 我很震惊的是，今天晚上就我一个中国人，就跟那个电影和星期六晚上那个音乐会形成了很鲜明的对比。就是在我看来，这就是一个信息战，就是中国政府是很明确的、很鲜明的在打这场战。那像您这样的人，就是在说真相的人，当然还有一些其他的人，这种声音怎么能都不说在中国大陆怎么能被听到了？我觉得现在几乎就是不太可能。那哪怕在欧洲这样所谓自由的国家，在美国，其实像今天晚上看来都没有被听到。您怎么来打这场仗呢？ Alors, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de Chinois dans cette salle. Ils étaient tous au film la dernière fois. Donc on assiste à une véritable guerre de l'information. C'est l'information d'ici contre l'information de là-bas. Vous qui dites la vérité, est-ce que vous n'avez pas peur que même en Europe, les Chinois ne peuvent pas vous entendre, ou aux États-Unis ou partout ailleurs? 我是很喜欢卡夫卡的作品。卡夫卡在当时的时候，他也是一个黑暗的时代，他甚至要把自己的稿件给烧掉。他没有想到今天那么多人通过他的作品了解到那个时候的黑暗时期，这是一个。第二个就是说，我前几天我看到了英国发生的一个惨剧，就是说有38名。就是中国的偷渡客，然后死在那个地方，他们是被活活的冻死，就是那个集装箱里面。那么既然是这样，他就和目前的中国的爱国主义浪潮你说的那些形成了鲜明的对比。那么就说为什么有那么多的中国人逃离中国？
那么这个就是爱国主义，它是依据在恐惧，让人人都恐惧。比如说微信这种东西，人人都怕这个东西，然后你说了一句话，你就可以能失去一切。那么这就是他们的一个手段。所以说我觉得我倒是在这方面我倒是蛮自信的。我担心的是，就是到时候，如果说那个西方的政治家他为了这个利益去看这个表面现象，他去连我这种作家，连很多像你这种人都看得清楚的事情，他们还看不清楚的话，到最后我觉得是一场世界性的灾难。那么就说那个到最后，世界会接纳不了这么多被专制、被独裁所压迫而出逃的中国公民。很多人出逃啊，你那个西方，就是欧洲就是一个叙利亚的难民潮才100多万人，就是都接纳不了。那个就是默克尔政府已经面临很大的压力，到时候没有一个国家能够承受。比如说中国现在14亿人口，有个1000万、2000万，这个世界就已经承受不了了。但是这个如果是现在，如果说我们不支持香港，不打这场战争，那么将来世界面临的后果，那就是会非常的严重。但是我就作为一个作家来说，就是我就是记录这个，记录就是说，不要我们的声音非常微弱。你相信，就说哪怕就是一些爱国主义者，他也希望是逃离中国的。很多中央电视台的嘛，他们那个甚至生孩子到那边去，他们为什么就是一个谎言大国？谎言大国在一个程度上，他是不堪一击的，他是怕这个真相。Moi, je suis un lecteur assidu de Kafka. Kafka a aussi vécu dans une période très noire de son pays et lui-même a dû brûler une partie de ses manuscrits. Et pendant qu'il écrivait, je pense qu'il n'a jamais imaginé que le monde entier lirait ses livres encore un siècle plus tard. Et puis, bon, les événements se multiplient, chacun apportant son lot de preuves. Regardez, il y a quelques jours, il y a eu 38 morts en Grande-Bretagne. On a retrouvé des migrants congelés dans un camion. Qu'est-ce que ça veut dire, cette migration? C'est des gens qui veulent fuir à tout prix. Ils prennent des risques fous pour quitter la Chine ou le Vietnam. Apparemment, on sait plus ou moins qui ils sont. Il y avait surtout des Chinois, apparemment. Alors, il y a bien sûr ce patriotisme qui est encouragé et qui est suivi par une partie de la population, mais parallèlement à ce patriotisme, on voit bien la migration chinoise continue, on voit bien tous ces gens qui veulent partir à tout prix. Et pourquoi ? Eh bien, ils veulent fuir un environnement dans lequel règne la peur, règne la censure. Et pour ces raisons-là, je reste quand même optimiste. Pour le moment, les Occidentaux ne voient que la surface des choses. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière cette surface. Il y a tellement de gens qui veulent fuir. Et qu'est-ce qui va se passer pour un pays d'1,4 milliard si jamais vous n'avez que 1% de la population qui veut fuir? C'est déjà énorme. Regardez ce qui est arrivé avec la Syrie et Angela Merkel. Elle a eu son million de migrants. Ça a failli déstabiliser l'Allemagne. Donc maintenant, on est dans cette bagarre sur l'information, sur la lutte entre deux systèmes. Tout cela peut avoir des conséquences dramatiques, mais remarquez que ceux qui se disent les plus patriotes, eux aussi veulent fuir. Par exemple, il y a plein de Chinois qui essayent de mettre des enfants au monde en dehors de la Chine pour que leurs enfants aient une autre nationalité. Je me permets d'ajouter, il ne l'a pas dit, mais la fille de Xi Jinping, elle est en Amérique, hein, elle n'est pas en Chine. Donc la Chine, c'est l'empire du mensonge. Et je crois que
petit à petit, ça va se savoir. Moi, je fais mon travail dans mon tout petit coin, mais voilà, la vérité va bien finir par passer quand même. Vous venez d'écouter Liao Yiwu, auteur du livre Des balles et de l'opium, paru aux éditions Globe et traduit du chinois par Marie Holtzman, à la librairie Ombre Blanche le 28 octobre 2019.